Bonjour les amis, nous allons analyser la séance de vendredi sur le CAC 40. Alors vendredi, on a ouvert dans les zones les plus hautes des deux clôtures de la veille et l'avant-veille qui correspondent pile poil à un cheveu près euh, au plus bas du gap dont je vous ai parlé depuis bientôt 2 semaines. Alors, euh, dans les faits, le marché a été au plus bas pour tout simplement recombler, une fois encore, le gap du bas. Donc en fait, on oscille un petit peu ici sur une période difficile à passer. Hein. Toute cette zone est difficile à passer et en fait, on a pratiquement 2 semaines pour rien. Hein, où il ne s'est rien passé et on est toujours à l'intérieur de ce gap. Donc ce gap difficile à franchir par le haut, mais aussi difficile à franchir vers le bas. Et quand on le franchit, comme là ici, on y revient tout de suite, et puis là aussi, et puis là aussi. Et je dirais même que là aussi. Donc en fait, on restera attentif lundi à justement cette sortie de zone. C'est vraiment les indicateurs, hein, on les regarde bien sûr, hein, que ce soit directional index mouvement pour ceux qui font du très court terme. Très très difficile, hein. On voit ici que sur directional index mouvement, on a eu tout un tas de mauvais signaux. En tout cas moi sur les trades que j'ai pu faire en intraday, en scalping et tout ça se sont révélés catastrophiques, hein, puisqu'en fait, là, je me suis fait bananer dans tous les sens. Et il faut accepter ce type de période. Hein, quand on fait du trading, c'est très très difficile de tirer son épingle du jeu quand le marché devient très très volatile et qui, comme moi, sont des traders qui ne traitent que dans le sens au moins du moyen terme. Donc, en tout cas, cette situation ne va pas durer éternellement. Hein. Soit le marché est passé vendeur, hein, bien sûr, soit le marché va continuer à être vendeur et va finir par casser ce trend une bonne fois pour toutes, et puis on va redescendre beaucoup plus bas. Soit on va encore rebuter sur le trend du haut et osciller encore un certain temps, ou soit on va le casser et aller finalement essayer de recombler ce gap là ici qui se situe voilà à peu près ici dans la zone des 6887. Alors par contre, pour ceux qui font du moyen et long terme, on est peu ou prou impacté par cette petite volatilité qui représente 2 ou 3% en fait du portefeuille suivant les hausses et les baisses. Alors vous pouvez gagner 2 ou 3% quand le marché remonte, et puis vous pouvez perdre plutôt 2 ou 3% quand le marché baisse. Donc justement, on va regarder un petit peu le portefeuille Power Trade qui fait du yo-yo depuis quelques temps, mais augmente un petit peu malgré tout, aidé par les performances d'UMC, Taiwan Semiconductor, et aussi la fermeté des cours des cryptos. Je dirais même voir plutôt une envolée de certaines de ces cryptos. Alors, peu d'arbitrage, hein, hormis la vente de quelques actions comme Total, car j'ai dû effectuer un petit peu des ventes, hein, pour qu'une de mes sociétés puisse verser ses dividendes. Mais aussi la vente de LDC. Hein. LDC, c'est poulet de louer. Donc, tout cet argent a été aussitôt réinvesti sur des valeurs comme Pfizer, Coface, ABC Arbitrage, AXA, Orange, Imris et aussi Total, hein, puisque j'ai vendu du Total sur une société, mais ça ne m'a pas empêché d'en racheter sur mon PEA. Donc voilà, donc c'est un arbitrage
très léger, puisque ça représente une toute petite partie du, du, per- du portefeuille, dirais-je, hein. Mais c'est une performance, là, on va la regarder. La performance, elle est de 16,02%. Donc depuis le début de l'année, on fait un peu plus de 16%, avec donc un gain de 81 609 euros. Alors dans les faits, hein, quand on regarde l'état du portefeuille, on s'aperçoit que total, ça pèse 41% de l'ensemble du portefeuille, ce qui est énorme, hein. Et Coca-Cola 10%. Voilà, Taiwan Semiconductor représente 7,23% et AXA 5%, Shell Midstream 5%. Alors Shell Midstream, c'est une des valeurs qui plombe un petit peu notre résultat. Orange aussi, puisque bon, Orange, c'est pratiquement 4% de notre portefeuille. Donc en fait, effectivement, on aurait pu faire beaucoup mieux si soit ces valeurs s'étaient mieux comportées, soit si j'avais peut-être sous-pondéré ces deux valeurs. Voilà. Sinon, tout le reste des valeurs sont bien moindre en termes de poids dans notre portefeuille. On a Pfizer qui s'est très bien comporté, mais qui pèse peu dans le portefeuille. On a aussi UMC qui a pris 20% ces derniers jours. Donc voilà, toutes ces valeurs qui ont mieux performé que les trois dont je vous ai parlé, ont fait que notre portefeuille a fait du yo-yo, a gagné 2 ou 3% suivant les jours. Et pour terminer, alors que le marché a pas mal baissé, pour nous terminer sur un vendredi qui s'est révélé positif, puisque notre performance est proche du plus haut, parce qu'au plus haut de l'année, on était à un peu plus de 17%. Donc voilà, on a vraiment du mal à surperformer le marché avec notre portefeuille. Mais voilà, c'est pas si mal, 16%, hein, c'est même très bien, compte tenu de deux choses, de deux facteurs. C'est qu'on est pas mal dans le pétrole, hein, on va regarder un petit peu tout simplement la répartition sectorielle. En fait, il faut un peu doubler les sommes, puisque l'immobilier ne compte pas dans le portefeuille, mais enfin moi j'ai besoin de voir la globalité de mon portefeuille. Donc dans les chiffres que je vous annonce, effectivement, l'immobilier n'est pas pris en compte. Comment dire, comme l'immobilier, ça pèse la moitié à peu près du portefeuille. Donc vous pouvez multiplier par deux les chiffres annoncés ici en retirant l'immobilier. En fait, euh, le pétrole et l'énergie, ça pèse, ça pèse, on l'a dit, hein, le double, ça fait donc 54%, ce qui est beaucoup pour un portefeuille. Donc effectivement, comme le pétrole a baissé, les valeurs pétrolières aussi, donc on a eu un gros impact concernant notre portefeuille, qui a subi une baisse dans toutes les valeurs qui sont classées dans le pétrole et l'énergie. Par contre, effectivement, ça a été compensé, puisque notre portefeuille fait 16% de gains depuis le début de l'année. Ça a été compensé tout simplement par les gains qu'on a fait sur LDC en agroalimentaire, sur la hausse de Coca-Cola qui a aussi pas mal monté, le secteur pharmaceutique et les biens de consommation, le luxe, BTP, et banque et assurance avec AXA. Dans les technos, on a aussi eu Tesla et quelques valeurs qui se sont très bien comportées, comme Taiwan Semiconductor qui s'est bien reprise ces derniers jours. Donc voilà, ce qui prouve qu'un portefeuille bien diversifié et bien choisi permet une stabilité dans l'évolution de ce même portefeuille. Donc je vous encourage toujours à diversifier votre portefeuille au mieux. D'ailleurs, nous, on est à
super bien diversifié sur les valeurs mobilières. On est donc beaucoup axé sur Total et donc les valeurs pétrolières. Mais en fait, quand on le regarde, ce portefeuille, compte tenu des actifs immobiliers, le pétrole et l'énergie ne représentent plus que 27%. Et là, de ce point de vue, effectivement, ce portefeuille est relativement très bien équilibré. Et surtout, faut pas oublier que les jours se suivent et se ressemblent pas, et que le jour effectivement où le pétrole et l'énergie se mettra à monter, effectivement, ou si ça se faisait là dans les prochains jours, on pourrait dépasser notre objectif de 20%, ce qui est notre objectif minimum annuel. Mais voilà, l'avenir nous dira si ces valeurs vont se reprendre. Bon, on va regarder un petit peu le Bitcoin, hein, qui est le roi des cryptos. Quoi dire sur le Bitcoin, hein, pour moi, c'est toujours bullish. Donc acheteur, hein, c'est toujours bien orienté, bien qu'on a vraiment du mal à passer les 50 000 dollars d'une manière franche. Donc je reste toujours on va dire, attentiste, hein. Je pense qu'on a besoin de voir une grosse bougie, hein, pour voir le marché repartir. C'est-à-dire de là, il faudrait qu'on fasse, je sais pas, 5, 6, 10%, voire plus, hein, parce que c'est une valeur très volatile. Si on avait vraiment un petit pétard qui s'allumait, oui, là, vraiment, il faudrait bourrer sur le Bitcoin. Là, encore, on peut voir le marché se retourner. Donc, on reste très prudent sur les cryptos en général. Voilà, je conseille toujours pas plus de 1 à 3% de son portefeuille sur les cryptos. Soyez raisonnable, hein, n'ayez pas des sommes folles investies sur ce vecteur d'investissement qui est très volatile. Alors, si j'aimerais vous montrer en fait les meilleures valeurs de rendement, enfin les valeurs qui versent le plus de rendement, et à partir de là, effectivement, essayer de faire un choix pour déterminer quels sont les meilleurs choix à faire sur ces valeurs de rendement. Moi, j'ai porté mon choix sur la COFAS. En fait, la COFAS, elle nous distribue au cours actuel alors, un rendement de 10,51%. Et effectivement, hein, donc, je redessiner ça. La COFAS fait partie, en fait, c'est la valeur qui distribue le meilleur rendement sur le CAC 40. Et donc, j'ai augmenté mes poses sur cette valeur qui, je pense, peut se réapprécier assez fortement. Et de toute façon, une très bonne valeur. Donc, quand on a un dividende de 10, un peu plus de 10%, c'est super cool. Eutelsat Communication, c'est une très bonne valeur aussi, mais que j'écarte parce qu'elle est shortée. Il y a des gros intervenants qui la shortent régulièrement et elle plafonne là sur les 10 euros. Alors peut-être qu'à un moment donné, elle, euh, elle finira par se réapprécier à juste titre, hein. Je pense que c'est une valeur qui vaut bien peut-être les 12, 13 euros. Par contre, vu la configuration actuelle, je déconseille aujourd'hui cette valeur. Il faut attendre, hein, pour se positionner sur cette valeur. On a aussi Crédit Agricole qui offre 7,76%. C'est quand même aussi une belle valeur. Et on a bien sûr Total Énergie, hein, je vous en parle souvent de cette valeur qui est ma valeur préférée, ainsi que Orange, donc qui distribue à peu près le même pourcentage en termes de dividendes. Donc deux valeurs que j'apprécie pas mal. Donc Orange et Total Énergie, hein, à mettre aussi en portefeuille si on souhaite avoir une stratégie dividende. Maintenant, on a d'autres valeurs qui versent légèrement moins, notamment AXA, hein, AXA qui
qui verse quand même 6,40% annuel. C'est super cool, hein. C'est vraiment une valeur très très stable, solide. C'est vraiment, je pense, certainement la meilleure des valeurs financières à mettre en portefeuille. J'ai écarté moi Société Générale depuis, alors qu'on pouvait la toucher à des prix bien bien plus bas. Ce fut une erreur. J'ai un copain qui l'a pris et qui m'en a fait dépeint un tableau qui était effectivement une erreur de ma part de ne pas avoir acheté de la Société Générale alors qu'elle était hyper décotée. Parce que moi, je regarde pas les bilans en profondeur des sociétés comme lui pouvait le faire. Donc c'est vrai que euh, quand il y a des fortes baisses, très fortes baisses sur des titres, parfois il y a des titres un peu, on va dire, un peu plus pourris que, par exemple, si on considère que AXA et Société Générale sont des sociétés qui sont dans le même secteur, moi personnellement, j'ai privilégié AXA qui était beaucoup moins décoté que la Société Générale pour la qualité de cette valeur, puisque AXA, pour moi, a une valeur beaucoup plus stable, beaucoup plus intrinsèquement intéressante que Société Générale. Alors que Société Générale, elle, affichait une décote bien bien plus importante par rapport à d'autres critères qu'on peut trouver quand on étudie un bilan beaucoup plus en profondeur. Bon, là, aujourd'hui, avec la remontée du titre, je ne me positionnerai toujours pas sur cette valeur. Voilà, et c'est tout. Après, on descend sur les 5% et 6%. Donc, pourquoi aller chercher des valeurs qui versent des dividendes bien moindres? Mais si vraiment on veut entrer dans la diversification, effectivement, on a aussi d'autres valeurs intéressantes comme Bouygues. Bouygues qui verse un petit peu moins de 5%, mais qui par contre, en diversification, hein, je le dis bien, nous permet d'essayer de pouvoir gagner de l'argent, non pas sur le dividende versé, mais sur la hausse du titre. On a aussi GTT Transport qui est un moyen aussi de se diversifier, pourquoi pas aussi dans le pétrole, hein, puisque c'est une valeur qui est très sensible au prix du pétrole et du gaz. Par contre, effectivement, euh, on s'arrête un petit peu là dans les valeurs de rendement. On va pas chercher plus bas, tout du moins dans mon esprit. Alors après, en diversification, je peux avoir pris de l'Imeris ou tout un tas d'autres valeurs, mais pas dans cette optique rendement et à conserver ces titres sur le long terme. Alors, comme vous le savez, j'ai aussi une politique d'investissement sur les valeurs de rendement, sur le marché américain, sur des valeurs cotées en dollars. Donc, effectivement, on peut aussi toujours chercher des rendements très très élevés, comme celles qu'on voit affichées là, avec 72% ou 25%, voire 17% de rendement. Alors, ce qu'il faut se méfier sur les valeurs de rendement, faut regarder quand même, faut regarder les bilans des sociétés. Il faut regarder si la société verse ce même dividende d'une manière régulière, parce que il ne sert à rien d'acheter une valeur pour son rendement, par exemple de 25%. J'irai même pas regarder cette valeur, mais supposons que cette valeur vous verse 25% là cette année parce que ça a été voté et prévu, mais que depuis 5 ans cette valeur ne verse pas de dividende. Bon, et puis que 5 ans après, vous n'en toucherez pas non plus. En fait, vous aurez un rendement de 5%, et puis si vous regardez les graphiques, et vous voyez que c'est une valeur qui ne fait que baisser et qui affiche un bilan extrêmement négatif, euh, aucun intérêt à acheter ce type de valeur pour le rendement, avec un rendement périn. Alors, personnellement, j'ai moi sur le marché américain
sélectionné Shell Midstream Partner qui offre un rendement de 11, un peu plus de 11%. J'ai aussi un petit peu de AG Mortgage Investment Trust. On voit ici avec un rendement de 5,98%. Alors, c'est une valeur que j'ai achetée à des prix bien plus hauts, mais je la conserve parce que voilà, tous les trimestres, c'est ce qui est intéressant sur les valeurs comme les valeurs américaines, comme Shell Midstream Partner ou AG Mortgage Investment Trust, c'est que vous avez un dividende trimestriel qui tombe et c'est assez sympa de pouvoir réinvestir ces dividendes trimestriellement en faisant de la DCA en fait. On a aussi Philips 66 qu'on voit ici, là, qui verse un peu plus de 5% de dividendes. Donc ça, c'est une très bonne société aussi. Donc, et qui, par contre, s'est beaucoup mieux comporté que Philips. Enfin, Philips s'est beaucoup bien comporté que chez Midstream Partner. Voilà, donc après, il y a un moment donné, dans la diversification, il faut aussi faire des choix suivant dans toutes les valeurs que vous trouvez ici ou là. Et après, vous avez aussi une autre valeur que je commence à affectionner particulièrement, c'est Pfizer. Vous avez Pfizer qui offre un rendement de 3,36%. Et là, donc, on est sur un mix d'investissement qui est sur un dividende acceptable, puisque 3,36%, c'est quand même un dividende acceptable, mais surtout sur la croissance de cette société et aussi on mise sur l'augmentation de ce même dividende, parce que vous avez des sociétés qui ont des dividendes qui augmentent régulièrement de 2 ou 3% par an chaque année. Voilà, à l'Assemblée, les dirigeants proposent un dividende en augmentation de tant de pourcents, ça peut être 2-3%, mais je pense que Pfizer peut avoir une croissance de distribution au niveau dividende beaucoup plus importante que d'autres valeurs. D'autant que on mise aussi sur l'appréciation de ses cours, puisque je pense que c'est une valeur qui vaut facilement les 65-68 $ là aujourd'hui. Voilà, donc en fait, notre portefeuille bouge très peu en ce moment. On fait plutôt de la DCA avec les dividendes que l'on perçoit. Alors la DCA, je le rappelle, c'est acheter progressivement toujours les mêmes valeurs de façon à avoir un prix lissé dans le temps et être moins sujet aux aléas des hausses et des baisses des titres qu'on a présélectionnés. Voilà, donc on a un petit peu, je pense, fait le tour de ce que j'avais à vous dire euh, sur l'évolution des valeurs, l'évolution de notre portefeuille. N'oubliez pas aussi en diversification, on diversifie en différentes monnaies. Euh, Dollars, euros, là aujourd'hui pour nous, après, on peut aussi regarder l'yen. Là, aujourd'hui, je ne privilégie plus trop la zone Japon là, pour aussi des raisons structurelles du yen. Donc, pour l'instant, je reste un petit peu à l'écart des valeurs japonaises, mais il y a beaucoup de valeurs intéressantes au Japon à mettre en portefeuille. On reviendra là-dessus dans dans un certain temps, je pense, même d'ailleurs très proche, mais on reviendra là-dessus, je vous en parlerai à ce moment-là. Voilà, donc je vous ai donné un petit peu mon avis sur le marché. On va rester toujours attentif à la sortie du gap, bien, parce qu'on oscille dans ce gap sur le CAC 40. Donc soyez prudents pour ceux qui font du court terme, parce que là, c'est vraiment les portes de saloon que vous prenez dans la gueule. Bon, moi, ça a été un peu mon cas cette dernière semaine. Mais après, voilà, il faut jouer sur un petit portefeuille. Si vous avez des valeurs long terme, comme celle affichée ici, là, sur votre écran, en portefeuille,
vous pouvez vous permettre de les conserver et de voir venir et profiter justement des baisses pour augmenter vos lignes quand certaines lignes baissent beaucoup. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end et à très bientôt.